Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'ARC, le podcast V2. Aujourd'hui, nous allons accueillir Christelle Attic, une coach en organisation, membre de l'ARC, donc une archère, qui va nous parler de sa rencontre avec le V2, de comment elle a découvert ce que c'est le V2 et comment ça a impacté son métier. Bien sûr, on va découvrir un peu ce qu'elle fait. J'ai déjà hâte de l'accueillir, elle est en salle d'attente et je vais l'admettre dans la salle. Bonjour Christelle, Bonjour Cyr. comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh ben, super en forme, ça va. Yes. Christelle, merci d'avoir répondu à cette invitation pour le podcast V2, donc le podcast de l'ARC dont tu es membre, hein, tu es une archère fidèle des premiers moments. Aujourd'hui, on va découvrir ce que tu fais, on va essayer d'aller un peu plus profondément sur comment le V2 t'a impacté. Mais avant tout ça, j'ai déjà dit que tu étais coach en organisation, mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, oui, Christelle, je suis coach en organisation. J'accompagne les femmes, notamment solopreneurs, entrepreneurs qui ont envie de gagner en efficacité professionnelle, d'automatiser leur entreprise et de retrouver un peu plus de sérénité et de confiance au quotidien, mais vraiment atteindre tous leurs objectifs. C'est génial. Et du coup, les femmes c'est plutôt des femmes que tu coaches, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, je les aide à désencombrer leurs espaces de travail et de vie pour retrouver de la légèreté. Je les aide à, trier leurs papiers, trier leur email, gérer leur espace de travail, trouver les bons outils et à automatiser, gérer tous ces outils entre eux pour, gagner du temps. L'essentiel, c'est vraiment de gagner du temps, de gagner en efficacité dans ce qu'on fait au quotidien, récupérer du temps sur toutes les tâches chronophages pour vraiment, que notre temps soit vraiment consacré à notre cœur de métier, à l'essentiel, à ce qui a vraiment d'importance pour nous, à la fois la passion professionnelle et la vie de famille. D'accord. Hem, Est-ce qu'on confond pas ton métier de temps en temps avec des l'aide ménagère ou ce genre de choses? Alors c'est déjà arrivé, mais en vrai, dès qu'elle commence à échanger avec moi, elle voit tout de suite, en fait, l'ampleur que c'est. C'est pas juste de faire le ménage, c'est bien plus que de faire du ménage parce que quand on se désencombre de tout son environnement, que ça soit physique ou numérique, qu'on met de l'ordre là-dedans, bah, ça impacte directement le mental, sa clarté mentale, sa légèreté mentale et on retrouve en fait, de la fluidité, et vraiment, on retrouve cette motivation, cet entrain à aller à la conquête de ses rêves, de ses objectifs parce qu'on voilà, on s'est délesté de tout le poids du passé et là, on est prêt pour, un nouveau départ. Délester du poids du passé. Ça veut dire qu'en fait, quand tu coaches quelqu'un, quand tu coaches ces femmes justement à être mieux organisées, ça fait un tri physique, ça fait un tri numérique, est-ce que ça fait un tri mental aussi? Tout à fait, tout à fait, surtout dans les en fait, quand on accumule des choses vraiment, que ça soit, des outils, des logiciels ou des choses dans son environnement, ça nous impacte littéralement physiquement. Je pense que tout le monde a fait cette expérience de faire du tri un jour dans sa vie et quand on a fait du tri, tout de suite on se sent un peu plus léger, vraiment physiquement comme si on avait les épaules plus légères. Il y a même, des personnes que j'accompagne qui perdent littéralement du poids, qui avaient quelques kilos en trop et qui perdent du poids, qui en fait ont fait de la place à de la nouveauté. J'ai des clientes qui ont trouvé l'amour, quelques mois après avoir fait le tri, d'autres qui se sont, lancées dans une nouvelle carrière professionnelle et cetera. Ça laisse de la place à de nouvelles énergies et donc littéralement, on fait le tri dans sa tête de qu'est-ce qu'on ne veut plus, parce que c'est ça quand on désencombre, c'est qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, qu'est-ce qui ne me sert plus et qu'est-ce que je me débarrasse en fait? Qu'est-ce que je mets de côté pour laisser place à de nouvelles énergies et à de nouvelles choses dans mon quotidien. Nous sommes en période de carême pour les chrétiens, de ramadan pour les musulmans. Il y a un autre carême, pour les tamouls qui va s'engager plus tard et c'est une période en ce moment qui invite à se purger, à se purifier et régulièrement, on pense que se purifier, c'est enlever les choses. Là, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est on n'enlève pas, on fait de la place pour permettre aux nouvelles choses d'exister. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est qu'on on a,
Il y a 2 approches, c'est vraiment qu'on va effectivement, se débarrasser d'objets, de choses dont vraiment on n'a plus l'utilité, mais on va aussi remettre de la lumière et de la conscience sur ce qu'on garde. Des objets qu'on ne voyait plus ou des choses qu'on ne voyait plus dans nos habitudes, dans nos process, habituels de faire et là, tout d'un coup, on va remettre de la lumière dessus, on va remettre de la conscience et de se dire: «Ah OK, là, j effectivement ça, je veux le garder parce que je vois que c'est bon pour moi et je vais aller plus loin là-dessus» et en fait, on laisse véritablement de la place à ce que l'on veut véritablement et c'est ça l'effet de lumière, c'est qu'à un moment donné, on enlève le voile et on se dit: «OK, tout ce que je ne veux plus, ben, j'en ai conscience et donc je l'écarte volontairement et tout ce que je veux, ben, j'en ai conscience également et je le garde précieusement en toute conscience auprès de moi» et c'est ça faire de la ciel et à ce qui est important. Et donc si je comprends bien, ton métier, c'est d'amener les personnes à comprendre ce qu'ils veulent, à les choisir et à les garder. Oui, Et ça, c'est dans le mix. Tu le fais dans des espaces de travail ou est-ce que tu le fais dans des espaces de vie également? je fais dans les deux espaces. L'idée, c'est vraiment que chaque chose qui nous entoure ait un intérêt, dans notre quotidien. Que ça soit quelque chose qui soit utile pour nous et qui nous porte, qui nous soutienne à aller vers nos objectifs, vers là où on veut aller. Plutôt que d'avoir au final des boulets, les fameuses casseroles que l'on traîne et donc de prendre conscience de ça et de se dire: «Non, OK, ça je laisse tomber, j'élimine, je je rends ça. Par contre, je garde certaines choses pour aller plus loin parce qu'elles m'aident à m'élever». D'accord. Il y a pour aller plus loin, il y a une notion que tu emploies souvent, sur les réseaux sociaux, sur ta communication. Tu en as fait une académie, tu appelles ça être farpette. Qu'est-ce que ça veut dire être farpette? Ça vient d'où? Et ça mène où en fait d'être farpette? Alors la farpette, c'est pour moi, toute une symbolique parce que c'est, 2 lettres inversées qui, le mot normal donne, parfait et quand on inverse, le F et le P, on a farpette. Parce qu'à la base, j'ai été très tôt, diagnostiquée, dyslexique Mmh. et donc les inversions de lettres, c'était un peu mon quotidien. À l'écrit comme dans ma façon de parler. Tout se mélangeait, tout sortait un peu, de manière décousue et ça a rythmé en fait tout mon parcours scolaire parce que, bah, c'est quelque chose, qui c'est pas une maladie, pour moi, ce n'est pas un handicap, bien que certains le considèrent comme tel. C'est juste une particularité et qui fait qu'on est, ben, différent, on perçoit les choses différemment, on s'exprime différemment, on connecte différemment et dans ma scolarité, vraiment, ça a été, beaucoup de challenges pour réussir à appréhender cette particularité Mmh. et et vraiment, en fait, un jour, quand je cherchais le nom de mon entreprise, ça faisait des mois que je cherchais, que je cherchais, que je cherchais et il y a mon compagnon qui me dit: «Mais toi, en fait, tu es ma farpette» et il me disait ça souvent jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais c'est ça, en vrai, c'est le parfait mot». Le mot parfait pour mon entreprise parce que, ça me caractérisait. Ce côté d'être un peu toujours, gentiment à côté de la plaque. C'est pas que j'étais à côté de la plaque, c'est juste, différente et en même temps, ce côté où, bah, je suis une femme comme je suis et que j'ai pas pour objectif d'incarner la perfection, en tout cas ce qu'on peut, véhiculer dans la société d'aujourd'hui avec l'image de la femme, parfaite, la femme fatale et cetera. J'avais juste envie d'incarner qui je suis, moi, dans toute mon authenticité, de m'accueillir là-dedans et d'aller à la rencontre de mes rêves et j'avais envie de partager ça avec toutes les femmes que je croise, de dire: «On est, parfaite en étant farfette», en fait. Parce que c'est en étant farfette qu'on est soi, qu'on est authentique et qu'on va chercher vraiment ce qui nous fait vibrer, nos objectifs, nos rêves à aller, atteindre et ça, en laissant de côté les, «on dit», les «il faudrait faire comme ceci», «il faudrait faire comme cela», surtout quand on est, maman, chef d'entreprise, bénévole et cetera, qu'on a plein de casquettes. À chaque fois, il y a une étiquette associée de standard
et moi, je rentrais bien sûr dans aucun des standards, donc je me suis dit: «Non, en fait, la farpette, c'est juste être moi et c'est parfait comme ça» et c'est ça que j'ai envie de partager avec mes coachés. D'accord, génial. C'est un beau passage de une faiblesse soi-disant que tu as transformée en force et qu'aujourd'hui tu partages avec, les gens qui te rencontrent, les gens qui te paient pour ça également et je suppose les gens dans ton environnement directement. Oui, oui, c'est un peu la façon de transformer, d'être le vilain petit canard en cygne, rose. C'est juste que là, voilà, on a refait la définition, un cygne, bah, ça peut être rose, voilà. C'est même dans les jeux vidéo, j'ai pour souvenir quand j'étais petit, je jouais aux Pokémon, il y avait le Barpo, c'était le plus vilain des poissons qui se transformait, en plus beau des Pokémon après. Je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est assez marrant de voir que du pire, on peut faire le meilleur à chaque fois. C'est ça. Et c'est un beau passage aussi de tu es dans le podcast V2, donc on va parler du V2, c'est un beau passage du V1 au V2. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu as rencontré le V2? J'ai rencontré le V2 grâce à une, connaissance, qui un jour m'a dit, «Eh mais tu sais, on est un groupe, de personnes, on fait du développement personnel, je suis sûre que ça pourrait t'intéresser, viens». Et du coup, j'ai dit: «Bah allez, parti, pour une journée, de séminaire, de base et j'ai adoré. Je me suis dit: «Ah OK, ben, ils ont résumé en une journée tout ce qui se passait dans ma tête». Donc j'ai dit: «OK, banco, je les suis et je veux aller, découvrir, plus encore de ce que c'est». Et donc l'aventure a commencé, comme ça en 2021. En 2021, donc qui était ton instructeur, l'intervenant, l'animateur de cette journée? Alors l'animateur de cette journée, ils étaient 2. C'était, Fabien et David. Donc Fabien a dit et voilà et du coup, ça a été, vraiment super, super journée. OK, OK, super et comment le V2 a affecté ou a impacté ta vision de ton métier aujourd'hui? Et ben, je pense que ça a tout remis en question, ça a tout mis à jour, Mmh. tout amplifié et surtout, rendu ça vraiment plus léger, plus possible, plus transformateur aussi, à la fois pour moi et mes coachés. OK et plus concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton approche de ton métier ou est-ce que au contraire ça a renforcé quelque chose que tu faisais déjà, ça t'a permis de faire la paix avec quelque chose? Effectivement, ça a principalement renforcé ce que je faisais déjà de manière intuitive et ça m'a permis d'avoir en plus, des outils et des connaissances, de vraiment sur la pratique que je mettais en place, en fait, que je faisais intuitivement. Là, j'ai de l'information, j'ai de la connaissance derrière qui m'aide à comprendre encore plus, bah, comment je fonctionnais, pourquoi je fonctionnais comme ça et comment je peux aller plus loin aussi. OK et du coup le V2, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Le V2, eh ben, j'ai envie de dire que c'est la vie, c'est le naturel, c'est c'est le fondement même, voilà, de la vie pour moi et on pourrait traduire ça par, le côté plus, le positif. Mais en vrai, c'est juste, c'est en vrai pour moi, c'est la vie, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui est naturel. C'est que c'est, le biais de l'homme d'avoir du V1. C'est une faculté qu'il a de choisir entre le V1 et le V2. Mais naturellement, en fait, il n'y a que du V2. Il y a que du naturel, que du positif, que du beau, que de l'apprentissage et donc une fois qu'on sait ça et qu'on observe, qu'on est plutôt dans une phase un peu V1, ben, on sait que c'est un biais, en fait, que c'est une sorte d'illusion et donc on peut juste se reconnecter à ce qui est naturel pour nous, Si tu c'est-à-dire le V2. Est-ce que tu peux dire que le métier que tu fais amène les gens de par le
l'apprentissage qu'ils ont dans leur organisation à aller vers leur V2? Ouais, plutôt Ouais, totalement. Ouais, totalement. Bah, parce que vraiment, comme je le disais en début, c'est v elles les personnes vont conscientiser tout ce qu'elles ont gardé dans leur vie au cas où. Ça, c'est surtout la phrase qui revient souvent: «Je garde au cas où» et en fait, quand je leur demande: «Mais au cas où de quoi?» Bah, en fait, après, il y a un grand vide, en fait. Il y a un grand espace de questionnement de se dire: «C'est vrai ça, pourquoi je garde ça? Est-ce que vraiment, de fait de garder, admettons des petits élastiques en caoutchouc là qu'on a récupérés sur les bottes de break, est-ce que vraiment ça, au bout d'un moment, ça va me servir?» Et donc là, je vous prends un exemple vraiment, simple et un peu ridicule, mais il y a tellement de choses comme ça sur lesquelles on ne prête plus attention, qu'on garde au cas où et le au cas où, en fait, derrière, c'est juste de la peur. La peur, c'est du V1, c'est la peur de manquer, la peur, d'être dans l'incapacité d'agir ou de faire quelque chose. Donc en se questionnant sur pourquoi on garde des choses, ben, on se questionne sur notre peur et au final, on se rend compte que la peur, elle est irrationnelle derrière et que, bah, en fait, non, il y a pas de raison d'avoir peur. Il y a pas de fondation à la peur et donc la personne, voilà, en décidant de se débarrasser de cet objet-là ou de cette habitude-là, bah, elle dit au revoir à sa peur et ça laisse énormément de place derrière à ce que la personne veut et à du renouveau. génial, génial. Et toi, tu es réunionnaise, tu interviens à La Réunion. Est-ce que tu peux dire que les réunionnaises, du coup, parce que tu interviens majoritairement avec des femmes, ont cette tendance à garder un tas de choses? Moi, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage, même ma maman, ma mamie, on a tous beaucoup de femmes dans notre entourage. Et il y a un truc qu'on a l'impression, nous, les hommes, quand on voit les femmes, créoles autour de nous, c'est qu'on ils gardent un tas d'affaires pour rien, en fait. Est-ce que c'est vérité ou est-ce que c'est quelque chose, qui n'est pas vrai et que tu rencontres pas, en fait, au final? Et ben, j'ai envie de dire qu'il y a les 2. Moi, je travaille avec les femmes, mais c'est aussi parce que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à ce genre d'approche. Les hommes restent beaucoup plus discrets et un peu plus enfermés dans leur, encombrement ou en tout cas, dans leurs pratiques. Ils ont plus de difficultés à se mettre, en avant là-dessus. Donc ça touche autant de femmes que d'hommes. Par contre, les femmes, bah, sont plus ouvertes à en parler, moins complexées et ce qui est aussi important à prendre en compte pour se déculpabiliser, c'est qu'on fait partie tous d'une société dans laquelle on a baigné, on a absorbé des choses de cette société-là et dans le contexte, français et notamment réunionnais, en France, on a vraiment cette notion d'après-guerre où, les gens ont eu peur de manquer, donc ils se sont mis à garder, garder, garder. Surtout nos grands-parents, nos parents aussi ont eu cette tendance-là. À notre génération, ça commence un peu à lâcher, mais il y a encore, ce travail-là de manquer, de peur de manquer. Et à La Réunion, ben, c'est le contexte de l'esclavage qui fait qu'on est parti de rien à une industrialisation très rapide et donc comme on a la possibilité aujourd'hui de tout avoir et de montrer que l'on a c'est une sorte de richesse en fait, de montrer qu'on n'est plus esclave, mais qu'on est riche aujourd'hui, qu'on a ce dont on a besoin et ben, on a cette tendance à tout garder et tout accumuler et j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire à la fois, du plastique, bas de gamme à des choses un peu plus de valeur, mais bien souvent, on garde justement ce bas de gamme. On accumule toutes ces choses en plastique ou de faible valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui on peut les avoir à, 3 €, 4 €, 5 € et donc il y a toute cette mentalité-là à déconstruire. Bah, oui, la créole a dit: «Bon marché coûte cher». Moi, je me souviens toujours d'avoir des vêtements où, en fait, on achète des vêtements, pas chers au départ et en fait, on se rend compte qu'au bout de 3 4 mois, on est obligé de les jeter, elles sont déchirées et cetera, ou il faut recoudre. Bon, c'est cool, on apprend à recoudre, mais je me suis rendu compte qu'en achetant des vêtements un peu plus fins, bah, ça fait je les garde 3 4 ans facilement, quoi.
Je suppose que ça doit être pareil pour le matériel avec l'organisation, avec les beaux stylos, la bonne papeterie, l'organisation du bureau et cetera et cetera. Oui, tout à fait. J'ai envie de partager une règle, qui moi m'a beaucoup, guidée, qui me guide encore aujourd'hui. C'est la règle des 90. OK, C'est issu d'un livre qui s'appelle «L'essentialisme» OK, et qui dit que, en gros, on devrait s'entourer de choses dans notre vie qui correspondent à 100 de notre standard ou au minimum à 90 de notre standard. OK, C'est-à-dire que on peut littéralement s'amuser à observer tout ce que l'on a autour de nous, que ça soit en termes de matériel, comme de personnes et de choses que l'on fait. Ça prend vraiment en compte tout et de se dire: «Si je devais noter cette personne de, 1 à 10 sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 100 à combien je noterais cette chose-là ou cette personne-là?» Et de garder que les objets ou les personnes qui sont à 9 ou 10 sur 10. Et ça demande une vraie remise en question et de se dire: «OK, là, si ça se trouve dans mon environnement, bah, j'ai rien qui est à 10 sur 10, voire 9 sur 10. Et donc est-ce qu'on peut être prêt à remettre ça en question et de se dire: «Je mérite l'excellence, je veux de l'excellence dans ma vie et donc tout ce qui ne correspond pas à ce niveau d'exigence-là, bah, je lui dis au revoir». Parce que voilà, je m'honore, en fait, en gardant autour de moi que des choses qui, ont de la valeur et qui sont à mon niveau de standard ou en tout cas au niveau du de standard que je souhaite atteindre. Et donc est-ce que je suis prêt aujourd'hui à regarder autour de moi et à me dire: «OK, ben, en fait, ce soir, je dors par terre parce que j'ai viré tout ce qu'il y avait dans ma maison» ou je suis tout seul parce que j'ai viré toutes les personnes de ma vie parce qu'elles correspondaient pas, à mon exigence. Mais voilà, c'est une vraie remise en question de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui m'entoure m'aide, me soutient et me permet de répondre à mon niveau de standard?» et là, tu parles de l'aviation drastique dont on met tout de côté. Est-ce qu'on peut remplacer au fur et à mesure? C'est-à-dire, je regarde mon environnement, je me dis: «Bon, ça correspond pas, mais je vais acheter un truc qui correspond à mon environnement et le mettre là» et au fur et à mesure construire à partir de ça. Est-ce que ça, c'est une solution qui est envisageable et possible aussi, peut-être un peu plus douce? Oui, effectivement. Oui, il y a des intermédiaires. Je parle de de la loi des 90 parce qu'elle, elle marque les esprits en général et effectivement, on peut y aller, en douceur. Ça dépend de notre personnalité. Il y a des personnes qui aiment bien, tout chavirer du jour au lendemain et d'autres qui préfèrent y aller étape par étape et tout est possible. Et moi, c'est vrai que j'accompagne là-dedans en fonction de la personne à aller plus ou moins vite puisque, bah, quand on se débarrasse de ses peurs, de souvenirs ou d'habitudes, il y a beaucoup d'émotionnel et donc bah, on y va étape par étape, comme on dit: «Petit pas, petit pas n'arrivé». Donc on y va doucement et on est sûr d'y arriver. Génial, merci pour ça. J'ai 2 questions à te poser avant de te dire au revoir pour cette interview. La première, c'est, est-ce qu'il y a un style enfin non, la première question c'est ça, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui nous écoute aujourd'hui pour radicalement changer son environnement et que ce soit adapté pour lui aujourd'hui? Et ben, elle peut appliquer la règle des 90 si c'est pas trop dur, pour elle, pour commencer. Et sinon, sur du désencombrement de son espace, il y a des méthodes que je trouve assez ludiques à appliquer si on a envie de vraiment jouer le jeu. C'est qu'on peut désencombrer sa maison en un mois en se débarrassant d'une chose le premier jour, de 2 choses le deuxième jour, de 3 choses le troisième jour et ainsi de suite jusqu'à éliminer 30 choses le dernier jour. Et j'ai plus le total en tête, mais je crois qu'au total, ça fait plus de 350 à 400 objets débarrassés en un mois. Waouh! À force de l'effet cumulé. Exactement. OK. Méthode Marie Kondo, ça fonctionne? Oui, il y a eu beaucoup de polémiques. Pour moi, ça fonctionne. Hem, Surtout la méthode de rangement à la verticale.
Moi, c'est vraiment une grande révolution pour moi et je pense pour beaucoup d'autres, coachs en organisation. Tout ce qui est rangement à la verticale, c'est magique. On gagne énormément de place, on on améliore l'esthétique et on gagne en clarté d'esprit aussi parce qu'on a une vue très claire sur toutes nos possessions. L'idée, c'est de pouvoir, compter le nombre d'objets qu'on a. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on sait combien de jeans on a, de chaussettes, d'assiettes, et cetera et donc ça apporte vraiment une clarté de se dire que je peux faire l'inventaire de mes affaires et savoir exactement combien de pièces j'ai de chaque chose. Mmh. Et c'est moi je l'ai connu avec la série Netflix quand il y a eu là, c'est vrai que quand j'ai appliqué ça, ça m'a donné un j'ai l'impression que ma maison a grandi tellement. La dernière question que je vais te poser, c'est, hem, est-ce qu'il y a un style en particulier qui t'intéresse, que tu le plus? Le style minimalisme, le style luxueux, le style baroque? Est-ce qu'il y a un style en particulier où toi tu te dis: «Mmh, si j'ai un truc à faire, c'est ça»? Alors, déjà, bah, comme je dis, moi, je suis en voie de minimalisme. Je continue mon chemin vers toujours moins de choses, et de m'alléger. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, voilà, atteindre ce côté minimaliste. Donc, moi, le style minimaliste et après si on part, sur du style, d'ambiance et de décoration, moi, mon coup de cœur à moi et que j'essaye de mettre un peu par touche, chez moi, c'est ce qu'on appelle le Japanese. Et que je suis une grande fan du Japon et je suis également fan de tout ce qui est, scandinave. Donc il y a un mode de décoration qui s'appelle le Japandi et qui fusionne le côté pur du Japon et le côté chaleureux et épuré du scandinave. Waouh, Japandi. On va l'écrire, on va le noter, on va aller chercher. Où est-ce qu'on peut te joindre aujourd'hui? Et ben, vous pouvez me joindre, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, sur mon site internet christelatic.fr, hem et voilà, principalement. Super, merci. Un mot de la fin pour toi? Eh ben, j'ai envie de dire que chacun trouve son excellence, l'accepte et l'embrasse pour, heu, pour vraiment vivre pleinement, tout simplement, sa farfette attitude. Yes, merci beaucoup. Merci pour ton intervention aujourd'hui. Merci pour le temps que tu nous as accordé à nous parler de ton métier, de coaching, du coach en organisation. Il est très important de s'organiser aujourd'hui. Il est très important de pouvoir voir clair dans sa vie. Et c'est vrai qu'être accompagné à faire ce genre de choses qui semblent être fastidieux de temps en temps, ça nous permet de gagner du temps. La prochaine fois, dans le prochain épisode, on interviewera une coach en images. Donc, là, on a fait l'organisation de la maison, là, on va faire l'image de la personne. C'est avec un grand plaisir que j'accueillerai cette dame également qui fait ce métier-là, ici même, donc dans ce cabinet virtuel pour l'instant. Et Christelle, je te dis merci pour ton temps, merci encore pour, tous ces éléments que tu nous as donnés. J'irai faire des recherches sur le Japandi et je te dis à bientôt, avec l'ARC et surtout à la prochaine pour le podcast V2. Au revoir. Merci, au revoir.